patience. Et petit à petit, de plus en plus, ils sont rentrés quelque part dans le moule, mais sans s'en rendre compte. Merci Bernard. Peut-être une autre question, Anne? Oui, Bernard, donc tu as animé de longues années. Si tu devais aller sur le registre des métaphores, Bernard, pour toi, un animateur, c'est quoi sur le plan métaphorique? Sur le plan métaphorique, écoute, il n'y a rien qui me vient comme une métaphore. Il n'y a pas de On métaphore dit qui me vient. parfois, ça peut être un chef d'orchestre, ça peut être. Enfin, qu'est-ce qui te viendrait comme image pour le rôle de l'animateur? Allez, un potier. Un potier. Un potier, je vais dire pourquoi. Parce que tu fais tourner la parole comme tu pourrais faire tourner la terre. Tu fais tourner la glaise. Il y a un savoir-faire de l'art de faire tourner la parole, de faire tourner l'implication, de manipuler de la glaise et de faire que ça tourne tout seul au bout d'un moment. Tu vois, c'est pas toi qui tourne, c'est le pot qui tourne. Mais toi, il faut quand même que tu sois là pour le. Voilà, c'est une métaphore. Hein, c'est celle qui me vient à l'esprit. Une autre question, peut-être, Anne? Bernard, avec tout ce que tu sais, en fait, tu retournes en arrière, mais tu as toute la connaissance que tu as. Tu as 30 ans et tu deviens animateur à l'APM. Qu'est-ce que tu ferais très différemment aujourd'hui ou pas? Faut dire que j'ai changé aussi. Donc, je pense que je serai plus directif. Je serai plus directif, mais je pense que le fait d'avoir 30 ans fait que tu as moins confiance aussi. Tu es devant des chefs d'entreprise, tu es devant des numéros 1 de belles boîtes souvent, et il y a quelque chose qui fait que tu n'oses pas, quoi. Donc, ce que j'oserais maintenant et ce que j'oserais à 30 ans, ce n'est pas forcément la même chose. Mais moi, fondamentalement, ils ont besoin de se faire un peu engueuler, quoi. Et même ils le demandent. Quand je dis engueuler, hein, c'est un peu remué parfois sur. Par exemple, sur la programmation. Je prends un exemple sur la programmation. Je passe mon temps à leur rappeler, dans les 3 clubs que j'ai eus, à leur rappeler, attendez, l'APM, c'est progrès du management. Et progrès du management, ça veut dire qu'on a une programmation centrée sur des questions de management. Donc, ce n'est pas un cercle de culture générale, ce n'est pas le Rotary, c'est pas simplement faire des bonnes bouffes entre copains, c'est essayer de progresser dans vos entreprises. Donc, c'est de toujours les ramener à des objets, quoi, à des finalités. Alors, elles sont discutables, puisque le progrès du management, personne n'a su définir qu'est-ce que c'était que ce progrès. Hein. Mais on est bien sur quelque chose qui a à voir avec le pilotage de l'action collective concertée dans des organisations économiques. Voilà, on tourne autour de ça. Et donc, il fallait les ramener toujours à ça. Moi, j'ai une question. Donc, il y a une directivité qui me... Pardon. Oui. Tu avais fini de répondre? Oui. Excuse-moi si je t'ai coupé. J'avais une question sur la plus grande épreuve que tu as dû surmonter en tant qu'animateur de club. Comment tu l'as fait et qu'est-ce que tu en as appris? Alors, c'est une anecdote presque amusante. Je me rappelle, il y avait un expert. Alors, c'était le club d'Avignon. Il y avait un expert, je crois qu'il s'appelait Grosjean, je ne sais plus, je crois qu'il n'est pas resté. Grandjean. Alain Grandjean. Ça devait être ça, alors peut-être. Et le gars avait un aplomb qui m'a impressionné, d'ailleurs. Donc, il intervient comme ça, et puis il s'adressait à chacun en disant, je sais pas, il fait une proposition, peu importe ce qu'il disait, comme d'habitude, avec leur chevalet. Et par exemple, le premier s'appelle Alain Dupont et dit Alain, tu en penses quoi? Alain répond. Ensuite, il y a, on va dire, Philippe Martin. Il dit Philippe. Et à ce moment, Philippe se lève et dit moi, c'est monsieur. Et le gars, il enchaîne. Toi, tu es à côté, par exemple. Il dit bon, et alors, et Anne, elle en pense quoi? Donc, le Philippe en question se lève, se met debout. Il me regarde et il me dit maintenant, c'est lui ou c'est moi? Vous pouvez imaginer le froid dans la réunion, quoi, quelque part, une sorte d'ultimatum comme ça, d'un type braqué sur une histoire on l'a appelé par son prénom alors qu'il avait des habitudes, on va dire, autres. Et là, ça devient tendu.
très, très tendu et forcément, le malaise s'installe, il faut absolument arrêter. Donc là, je me rappelle d'une gestion de crise, on va dire, immédiate. Et là, on voit à quoi ça sert un animateur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus que toi qui peux sauver la situation. Donc moi, ce que j'ai fait à ce moment-là, je dis, écoutez, puisque ça se passe mal, on arrête tout, on fait une pause et on va parler de ça. Voilà. Donc à un moment donné, ça a été de prendre la main, de prendre les rênes et de dire stop, tout simplement. Hein. Mais il y a quand même un ton de silence et d'hésitation, voilà, qui était pesant, on peut l'imaginer. Il y a un moment donné, j'ai réagi assez vite, mais même ces 3, 4, 5, 6 secondes, voire 10 qu'il m'a fallu pour dire stop, on arrête tout, c'était lourd. Quoi. Voilà. Donc ensuite, on est parti en pause, et là, on s'est mis à discuter. Donc moi, j'ai été parler avec Grosjean, et en disant, écoute, le gars, c'est peut-être un caractériel, mais enfin, tu aurais pu prendre des gants sur d'abord, est-ce que le tutoiement, est-ce que, je ne sais pas, quelle est la règle. Après, on pose les règles du jeu au départ, tu connais bien ton métier, mais il avait l'air de s'en foutre complètement, Grosjean. Hein. Enfin bref, on arrive à calmer le jeu, j'arrive à dire au gars, écoutez, on va reprendre, parce que ce serait dommage de perdre la journée, on était déjà, ça faisait qu'une heure qu'on avait démarré, quoi. Et on redémarre, je regardais Grosjean de près, j'étais assis pas loin de lui, et je voyais, n'importe qui vivant un truc comme ça, il y a toujours les mains qui tremblent, il y a quelque chose. Grosjean, rien. Ça l'avait absolument pas affecté. Et il a continué comme si de rien n'était. Il a fallu vraiment gérer ça. Et ça, c'est un exemple de scène difficile. Mais ça s'est calmé, Dieu merci. Alors après, ne me demande pas pourquoi ça s'est calmé. Comme disait l'autre, ce mystère nous dépasse, feignons d'en être les instigateurs. Hein. Ce qu'il fallait, c'était intervenir. Je ne sais pas si c'est un exemple qui vous parle. La deuxième partie de ma question, c'était toi, en tant qu'animateur, qu'est-ce que tu en as appris? Qu'est-ce que tu en as tiré comme expérience? Moi, ce que j'en ai appris, c'est que l'animateur, il a énormément besoin de construire sa crédibilité personnelle dans les premières rencontres auprès des adhérents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il doit être l'un des leurs. Il ne peut pas être simplement un gentil garçon qui sert le café, qui veille à ce qu'il y ait une salle et un bon repas à midi, quoi. Il est l'un des leurs, il a le droit d'intervenir sur le fond, de façon à pouvoir s'autoriser des ruptures. Ensuite, la deuxième chose, c'est que moi, j'ai toujours utilisé cette formule. Un club, ça marche sans que l'animateur fasse rien, quand tout va bien. C'est-à-dire, en gros, il y a un art, comment dire, de ne savoir rien faire, qui n'est surtout pas ne rien savoir faire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand ça tourne, quand l'échange est là, quand la parole circule, pourquoi formaliser des choses? Ça tourne tout seul, je veux dire. Nous, on est là finalement pour les blancs, pour les creux, pour les relances, pour faire que ça tourne comme il faut. Mais quand ça tourne comme il faut sans nous, il ne faut surtout pas chercher à exister, quoi. Voilà. Donc, ce que moi, j'ai appris, c'est simplement que mon rôle, c'est des interventions en creux si nécessaire. Alors, des fois, il y a des moments de grande nécessité, comme le cas que je viens de vous raconter. Mais par contre, j'ai pu voir, moi, quand je faisais de l'expert, j'ai pu voir des animateurs qui se croient obligés d'intervenir pour mettre de la forme. Alors moi, bon, après, c'est des personnalités, hein, du genre, on s'envoie le bâton de parole ou je ne sais pas quoi, je trouvais ça complètement crétin et cucu et style colonie de vacances. Mais bon, ça ne sert à rien, quoi. Je veux dire, si ça leur fait plaisir, tant mieux, mais je pense que ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que le club vive, échange, s'approprie les interventions de l'expert, rebondisse dessus, et s'ils le font naturellement, pas la peine d'imposer une forme. En revanche, s'il y a des accros, s'il y a des creux, s'il y a des trucs qui ne marchent pas, si c'est lourd, s'il n'y a pas une esthétique de la conversation, là, il faut intervenir. Merci Bernard. Une autre question? Oui, quel est le talent que tu as que tu n'as jamais mis au profit de l'APM? C'est difficile de parler de ces talents, je ne les connais pas, je vais dire, a priori. Une compétence que tu sais avoir, mais que finalement tu n'as jamais eu à utiliser. Je ne sais pas te répondre là, je ne sais pas te répondre.
Ce serait peut-être dans la sélection d'experts. Anne, à ton tour. Alors, je tire le fil de la pelote. Bernard, Oui. peux-tu m'en dire plus sur ce talent pour sélectionner des experts? Talent, croyez-moi, c'est un mot que je n'emploierai pas. C'est qu'à un moment donné, je pense que si je reste dans mon fil qui était de dire que la priorité, c'est le management, je crois qu'il faut avoir été confronté, il faut avoir fait, élu, et moi j'ai toujours été dans une posture un peu de médiateur entre le monde, on va dire, des intellectuels et de la recherche et le monde de l'action. Et il y a eu plusieurs générations chez les chefs d'entreprise. La première génération, celle que j'ai connue, c'était souvent, je vous disais, des propriétaires qui étaient ou des créateurs d'entreprise ou des héritiers, qui n'avaient pas forcément une grande solidité dans leur formation académique du type business school. Donc, ils étaient très demandeurs de gens qui venaient leur parler des fondamentaux de la finance, du marketing, du pilotage commercial, de la gestion des ressources humaines, des métiers de l'entreprise. Aujourd'hui, si je prends le dernier club dont on parlait récemment, le dernier club, les gars, il y en a 2 qui ont fait HEC, un qui a fait l'ESSEC, 2 qui ont fait des écoles d'ingénieurs, ils ont fait des business schools, qui a fait un MBA. Ils sont bardés de références théoriques sur ce qu'est le management. Du coup, ils sont à la recherche d'autre chose, quelque chose qui va leur exciter l'esprit, mais qui fait qu'ils ne vont pas retrouver le prof qu'ils avaient quand ils étaient à l'école. Donc, la demande a absolument changé. Donc, il faut à la fois connaître les problématiques de l'entreprise de l'intérieur, savoir ce qui préoccupe les dirigeants, et en même temps avoir mis un peu les mains dans le cambouis, donc, mais avoir des références, avoir lu, quoi, savoir des choses. Ce n'est pas simplement parce que j'ai fait du coaching quasi psychoclinique que je comprends le monde de l'entreprise. Voilà. Et donc, il y a quelque chose à faire dans le fait de balayer sur quels sont les univers de questionnement qui ont à voir avec… Moi, je reste dans le monde de l'entreprise, qui ont à voir avec le monde de l'entreprise. Et en même temps, il leur faut des sucreries de temps en temps. Donc, par exemple, quelqu'un qui viendra leur parler du bouddhisme ou des Indiens Kogis, ça va les intéresser si c'est à la marge, si c'est une sorte de sortie de champ, d'excitation, un peu comme, voilà, on est hors cadre et on se fait un petit peu plaisir. Voilà. Mais j'ai eu un échange avec Denis là-dessus. La première fois où on s'était parlé, je crois, c'est que je trouve que les interventions les plus difficiles à l'APM sont des interventions sur le management. Précisément parce qu'on a en face de soi une vingtaine de managers qui sont là prêts à vous dire « Mais attends, ne me parle pas de management, je fais ça tous les jours, je connais ça mieux que toi. » Et du coup, tout le monde évite un peu d'affronter directement cette question parce qu'elle est très casse-gueule, quoi. Elle est très casse-gueule parce que comment ne pas dire des banalités et comment dire des choses solides par rapport à des gens dont c'est le quotidien. Voilà. Et c'est là que l'APM a un effort à faire. Et je trouve que l'APM souvent botte en touche en allant vers le développement personnel, en allant vers tout ce qu'on voudra, qui fait qu'on n'est pas confrontalement, on n'attrape pas de façon frontale ces questions-là, qui pourtant sont le sujet principal, mais particulièrement difficile. Donc, ça veut dire le connaître un petit peu. Alors, quand moi je dis que je peux m'en mêler, c'est que j'ai le sentiment d'avoir été dans pas mal de postes dans le monde de l'entreprise, dans pas mal de situations quand j'ai été DRH où j'ai pu avoir affaire à l'international à des tas de dirigeants, par les métiers qui ont été les miens, je veux dire, je connais cet univers, quoi, voilà, et je vois ce qui les préoccupe. Toujours dans le truc, tu encore pas. Juste reformuler que j'ai bien compris ce qu'a dit Bernard. Donc, tu penses qu'il faut… Tu parlais des experts quand tu disais il faut à la fois connaître les problématiques de l'intérieur, mais aussi avoir lu, avoir… je parle non de celui qui est… Oui, enfin, je parle des animateurs, non. Tu parlais des animateurs, d'accord. Si tu veux être l'un… Je parle des animateurs, si tu veux être l'un des leurs. Si tu veux, à un moment donné… Si tu es en face d'un dirigeant qui te parle de ses problèmes, parce que tu ne l'as jamais vécu ou jamais rencontré, et que tu confonds comptabilité, gestion, trésorerie et finance, il y aura un problème. D'accord. Donc, pour revenir aux experts, notamment les experts en management, où tu penses que tu peux apporter une pierre à l'édifice,
ça veut dire que tu serais prêt à en rencontrer? Oui, ou à en challenger, ou à les aider à bien formuler leurs propositions, tu vois. Voilà, imagine quelqu'un qui arrive et qui dit je vais vous apprendre l'animation d'équipe et qui leur raconte il faut savoir déléguer, je veux dire, ça va faire plouf, quoi. D'accord, donc tu pourrais être dans la co-construction. En tout cas, la co-construction, non, c'est à l'expert de savoir ce qu'il amène, mais par contre, c'est en tout cas l'aider à éviter les pièges, les facilités, les trucs dont je sais que ça passera pas, ça passera difficilement, ou ça sera trop léger. En particulier les experts en management. En particulier les experts en management, mais je pense que c'est dans le management qu'il y a une demande non formulée parce qu'au bout d'un moment, ils sont pénibles, quoi. Le problème qu'on a avec les dirigeants, c'est qu'ils sont des dirigeants. Ils imaginent tous qu'en haut de leur petite pyramide, dont ils sont les chefs, s'ils sont là, c'est parce qu'ils sont bons. Donc la grande difficulté, c'est d'arriver à aborder cette question avec eux sans leur faire de la leçon. Et c'est pour ça que Bellon était génial quand il disait à un moment donné, les chefs d'entreprise sont des gens qui adorent apprendre mais qui ont horreur qu'on les enseigne. Bon. Il avait cette espèce d'intuition pédagogique géniale, mais c'est tout le problème. C'est tout le problème. Donc, surtout quand il s'agit de management dans lequel il n'y a aucune science souveraine. C'est-à-dire qu'en matière de management, tout le monde peut raconter ce qu'il croit. Est-ce que tu as exercé cette compétence, ce talent avec des experts que tu as reçus dans ton club? Oui, peut-être dans la préparation, dans la phase de discussion préalable. Peut-être. Si, tu m'as parlé du dernier, d'un de tes derniers chez Yop, tu m'en as parlé, où tu avais remanié avec lui l'approche. Ouais, tu vois, ça m'est sorti. Je ne sais plus qui, mais bon, peu importe, probablement. Ok, est-ce qu'il y a encore une question? Moi, j'ai une question pour toi. L'évaluation est un vrai sujet à l'APM, partout d'ailleurs. C'était ton cheval d'expérience. Ça a été un de mes sujets, ouais. Voilà. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais? Je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut aller sur des évaluations moins grillagées, quoi, plus qualitatives, plus commentées. C'est-à-dire qu'au fond, mettre des notes avec animation, satisfaction générale, etc., il y a une sorte de ritualisation qui fait que ça fait plouf, quoi. C'est-à-dire que, de toute façon, les systèmes d'évaluation, par définition, ont besoin d'être rénovés, toujours. Parce qu'il y a une usure et il y a des contournements, et puis voilà. Je pense qu'à un moment donné, il y aura quelque chose qui est de l'ordre. Il faut arriver à organiser quelque chose qui est de l'ordre de la rumeur, de la réputation. Ça existe. Et tu vois, les animateurs, je le vois bien comment ils fonctionnent. Quand ils font leur tableau top et flop, ils cherchent pour essayer de se dire c'est lesquels qui ont fait les meilleurs tops, tu vois, pour créer une sorte de bruit parallèle ou une évaluation officielle. De façon, alors, il y a un paradoxe. À la fois, ils voudraient avoir accès aux notes. Je me rappelle, il y avait un débat à une époque, les mecs voulaient avoir les notes des experts. Et puis, en même temps, il y a un truc parallèle qui s'est organisé dans toutes les réunions régionales, j'imagine, où on fait circuler quels sont les experts qui ont eu du succès, quoi. On ne pourra pas l'empêcher. Ce que je crois fondamentalement sur l'évaluation, c'est que l'évaluation, on la formalise parce qu'elle existe de toute façon, qu'on le veuille ou non. L'évaluation, c'est un jugement de valeur. Donc, ce jugement de valeur, il existe. La question, c'est comment on le récupère, comment on le recueille, comment on l'organise, comment on s'en sert. Mais le fait de le formaliser, c'était nécessaire. Bon, on est passé par là, mais aujourd'hui, c'est un peu pauvre. Donc, il vaut mieux avoir peut-être des groupes de discussion de temps en temps, tu vois, entre les professionnels, j'ai envie de dire, de la programmation à la maison de la PM et de temps en temps des animateurs piochés à droite à gauche. Mais pour creuser pourquoi ils apprécient un animateur, pourquoi ils ont apprécié un expert. En parlant, tu vois. Tu parles parce que tu parles du comment, moi c'est surtout c'est le pour quoi. Mais oui, mais justement, c'est de parler de qu'est-ce qui a eu de la valeur ajoutée dans l'intervention de l'expert. Ouais. Tu vois, parce que si c'est simplement parce que ça a plu, c'est les problèmes de l'audimat. Tu vois. Donc, il faut pouvoir de temps en temps creuser sur cet expert vous a plu, pourquoi. Et pourquoi tu parles des animateurs pour les solliciter? Pourquoi pas les adhérents eux-mêmes? Parce que… Ah oui, mais tu as raison. Les adhérents, simplement, je sais que l'animateur, par définition et par rôle, il est disponible pour en parler. Mais peut-être que ça serait mieux de s'adhérer directement aux adhérents pour aller à la source, bien sûr. C'est un peu dur la question. Mais ils sont souvent, les adhérents sont moins disponibles.
Ouais. Oh, tu sais, en fait, pour la PM, notamment, ils sont dispo. Désolée, avant que j'oublie ma guerre. Question de Geneviève aussi. 397 experts. Pardon. Geneviève, tu voulais? Non, il y en a pour une seconde. Oui, sur les 397 rencontres, quel est, à ton avis, l'expert a posteriori dont tu te dis ça a été le plus impactant pour les adhérents? Comme ça, là, top of mind. Hein. Mais après, je vais parler de mes préférés, donc c'est ceux qui... oui, mais ça, c'est... Tu es subjectif de toute façon, hein, tu le sais. Donc moi j'ai... alors, tu vois, j'apprécie beaucoup quelqu'un, d'ailleurs je crois que je l'avais fait rentrer, c'est pour ça que c'est Frédéric Ferry, voilà, parce qu'on est sur le centre des sujets qui concernent le management, on est sur la stratégie, on est sur l'entreprise, on est sur le pilotage de la stratégie, parce qu'ils avaient un apport essentiel. Après, il y a eu des gens, alors dans le passé, il y a eu des gens étonnamment marquants par leur culture. Il y avait un type qui s'appelait Schmelz au départ, c'était complètement un type du 19e siècle, quoi. Mais qui leur amenait à un moment donné, qui leur faisait comprendre qu'il y avait peut-être des efforts à faire et du côté de la culture. Et qu'un bon manager, ça pouvait être aussi quelqu'un de cultivé, tout simplement. Que ça faisait partie d'un certain esprit de finesse et pas simplement de géométrie, pour parler comme l'autre. Mais des noms comme ça, tu vois, je n'ai pas de name dropping qui arrive là vite fait. Par contre, la question était de savoir. La question était de savoir si l'APM devait sélectionner un courant de pensée ou pas. Donc, le problème, il est là aussi, c'est qu'on est sur quelque chose qui est... Il n'y a pas d'école à l'APM, on est bien d'accord. Il y a une présentation. On est un peu des montreurs d'ours. Et donc, à partir de là, je veux dire, tout est possible, quoi. Du coup, ce qui se passe, c'est que bien souvent, c'est la personnalité qui l'emporte. Puisque le contenu, il y a des gens, je veux dire, il y a eu un type à l'époque qui, moi, alors je te parle de mes convictions profondes, hein, on s'était engueulé avec cet expert-là. Je ne sais plus comment il s'appelait, mais il t'expliquait ton comportement par ta façon de te déplacer. C'est le boucher. Voilà. Bon. Et à un moment donné, moi j'ai toujours considéré qu'un animateur doit poser des questions à l'expert, doit s'assurer qu'on discute des choses, quoi, et que, par exemple, lui demander des exemples ou lui demander comment il avait validé ce qu'il racontait. Et lui, ça l'énervait qu'on lui pose ces questions-là, parce qu'il y voyait de la remise en cause. Bon, ben, c'est comme ça. Mais à un moment donné, on doit quand même s'assurer que les experts ont une forme de validité, même si ce n'est pas une école à laquelle tu adhères, comment tu valides ce que tu racontes. Bon. Et donc, je pense que l'animateur doit de temps en temps challenger l'expert. Ça ne veut pas dire qu'il est contre lui, mais il faut que la réunion soit bénéfique, il faut qu'on puisse rebondir dessus, il faut que les participants puissent s'approprier ce qui se dit. Et ça ne peut pas être une écoute passive. Et surtout, quand tu sens que dans ton groupe, on écoute ça, soit on attend que ça se finisse, soit, dans le cas d'Axel Boucher, je voyais deux catégories. Je voyais ceux qui regardaient le plafond et ceux qui étaient ravis. Ils étaient ravis parce que c'était exotique. Et Axel Boucher leur racontait, mais c'est vrai, puisque j'ai passé des années, disait-il, au Japon dans les monastères. Et c'était ça sa réponse, c'était ça sa preuve. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Voilà, moi je trouvais ça consternant qu'on avance ça comme preuve. Voilà, donc je ne sais plus quelle est la question d'ailleurs si je suis en train d'y répondre, mais... Et tu es un peu divergé, mais on te suit. Bon. En tout cas, je trouve qu'il faut aller sur... il faut aller sur la valeur d'apport, quoi, et pas se contenter du descendant conférencier et montreur d'ours, comme tu disais. Oui, voilà, tu peux trouver des types qui te... pourquoi pas Mesmer, quoi, qui vient leur faire d'hypnotisme, si tu veux, ça va plaire aussi, tu vois. Ça va créer un spectacle. Donc, tu as des experts spectaculaires, mais sans fond. Je tords le bâton, hein, un peu trop pour le remettre droit. Mais voilà, donc il y a une sorte de... Et je trouve que le rôle de l'animateur, c'est de rester vigilant sur ça. En amont, c'est l'équipe de programmation et de sélection des experts qui doit être vigilante. Mais après,
l'équipe, elle est moins sur la façon dont c'est reçu au quotidien dans un club, quoi. Alors Geneviève, tu voulais poser une question depuis un quart d'heure? Ouais, mais plus Bernard avance, plus j'ai des choses. Alors je vais essayer de faire le lien entre tout pour essayer de faire une synthèse dans ma question. J'ai beaucoup aimé quand Anne t'a posé la question sur la métaphore, et j'ai beaucoup aimé ta métaphore sur le potier. Moi, en général, je prends le jardinier, mais on est assez... Oui, c'est proche. Il y a de la terre dans les deux cas. Voilà, et ton opposition avec le montreur d'ours. Et j'avais envie de te demander quelle était ta singularité, mais ce que je crois comprendre de ce que tu dis, et ce qui me semble être un exergue, c'est que, à ton avis, l'animateur, il est au centre de tout ça, il doit avoir une culture générale forte, management et autres, pour avoir un certain sens critique et lui éviter, si je comprends bien, et tu en parlais tout à l'heure dans la notion de oser, de faire le top et les flops avec ses collègues pour prendre le moins de risques possible et aller vers là où il y a le plus de succès, en fait. Quelle est ta question, Geneviève? C'est ça. Donc, ma question, c'est est-ce qu'une de tes valeurs ajoutées par rapport à ce que tu pourrais apporter aujourd'hui à l'APM serait est-ce que tu penses que ça pourrait être dans le recrutement des animateurs ou dans une grille de questionnement qui nous aiderait dans le recrutement pour trouver les pépites, quoi, en fait? Alors, soyons clairs, je n'ai pas de technicité ni de savoir établi. J'ai simplement, comme la plupart d'entre vous, des expériences, des feelings, des références, hein. Donc, je peux avoir un point de vue, et ce point de vue peut avoir une utilité. Bon, mais ça n'est qu'un point de vue. Ce que je sais, c'est que ce que moi j'ai appris, c'est qu'une bonne rencontre, ce n'est pas une rencontre avec un expert star. Récemment, je parlais avec un animateur de la région de Marseille et qui me demandait justement qui j'avais eu en ce moment de bien. Et je lui disais, mais attends, moi, mes meilleures rencontres ne sont pas forcément faites avec les experts les plus demandés. Et je racontais à Anne, je crois récemment, qu'un jour, le club de Marseille que j'ai animé, Marseille Euroméditerranée, on avait décidé de faire une programmation aléatoire, mais vraiment aléatoire. Et on a fait pique et collégramme, quoi, comme des enfants, pour choisir les experts. Et je me suis autorisé quand même, il y en a 2 que je n'aimais pas trop, j'ai filtré, j'ai barré, mais ça, c'est plus du rejet que de la sélection. Mais grosso modo, on a joué le jeu. À la fin de l'année, nos évaluations étaient, les évaluations avec la limite de l'outil, hein, mais étaient de même qualité que l'année précédente. Donc, ça tenait à toi? Ça tenait au club et donc aussi à l'animateur, mais ça tient à ce qui se passe pendant la réunion. Donc, à toi. Oui. Voilà. Et au club, non, parce que tu vois, j'ai eu des clubs différents. L'intérêt d'avoir eu des clubs différents, c'est que c'est pas les mêmes, quoi. Un club a une personnalité, tu vois. C'est à toi d'habiter avec. Tu danses le tango avec ton club, quoi. Hein, ou une autre danse, j'en sais rien, mais enfin, on est 2, quoi. Et donc, il faut s'ajuster. Mais en tout cas, il faut rebondir sur l'apport. Il faut être japonais, quoi. Il faut pas simplement. Il faut prendre sa propre, quitte à critiquer, tu vois. Je veux dire, une rencontre très critique à l'égard d'un intervenant peut être une bonne rencontre. Et ça, c'est le rôle de l'animateur. Ouais. C'est pas simplement que l'expert soit bon tout seul. Il est bon dans le fait qu'il arrive au bon moment et que la réaction du club, même si elle est critique, soit constructive. On a eu récemment, nous, dans le dernier club, là, un expert qui est intervenu un peu sur l'allocratie, sur l'entreprise libérée, sur l'entreprise résiliente, je ne sais plus comment il s'appelle. Comment avoir des organisations résilientes. Bon. Jean-François Boisson? Jean-François Boisson. Il n'est pas fort, il n'est pas solide. Enfin, je vous donne un point de vue, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de... Et il était très critique, parce qu'ils étaient très critiques à son égard, parce que tu parles, en plus, son sujet, par définition, les emmerde. Bon. Mais au-delà de ça, le gars n'était pas costaud. Mais on est parti sur la discussion, ok, et là, je devais intervenir, on va te rentrer dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est la discussion. Donc, ne le prends pas comme une sorte de remise en cause personnelle, on est plutôt... Une idée est intéressante quand on la fait grincer, quand on la conteste. Si elle franchit le barrage, le tir de feu de la contestation, elle est puissante, l'idée, tu vois. Mais si elle n'est pas challengée, elle est un peu moins puissante. Voilà. Donc, on l'a pris comme ça. Et finalement, à l'arrivée, ça n'a pas fait une évaluation glorieuse, parce qu'il y a toujours une petite note de l'expert qui est mise. Mais ça a fait une bonne rencontre. Et c'est pour ça que je comprends Anne quand elle s'interroge sur l'évaluation.
On a pu avoir des évaluations où les gars disaient que bah, l'expérience ne leur plaisait pas, au fond, ou n'était pas terrible. Et pourtant, on avait de bonnes rencontres. Voilà, c'est ça qui est difficile. Aujourd'hui, c'est d'avoir des bonnes rencontres. Anne? Alors, je prends ma casquette université, Bernard. Oui. Comment penses-tu que nous devrions accompagner les animateurs et les experts? Tu peux répondre en 2 temps. Accompagner. Accompagner au progrès des animateurs et des experts. Quelles actions, comment faire, quelles modalités? Déjà, j'ai envie, c'est s'assurer qu'il y a une demande. Tu vois, c'est-à-dire que moi, ce que des fois j'ai vu, c'est des propositions d'accompagnement qui correspondaient à aucune demande, des fois, ou aucun besoin ressenti. Par exemple, je donne un exemple. J'ai vu des propositions à l'époque que j'appellerais le pédagogisme. On voulait t'accompagner pour que tu apprennes à trouver des formes pédagogiques intéressantes. Et c'était pas le problème, c'était pas mon problème en tout cas. C'est pas les problèmes que je rencontrais dans mon club. En tant qu'animateur? En tant qu'animateur. Alors, je parle pour moi, encore une fois, ça pouvait être une demande ailleurs, hein, tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, on avait une sorte de dérive vers le pédagogisme. Et le pédagogisme, c'est travailler sur les formes. Par exemple, alors voilà, on va les mettre 2 par 2, se tournant le dos sur 2 chaises, dos à dos plutôt que face à face, et ils vont se parler comme ça. Type Jean-Luc Cardinel? Mais ça, il ne sait pas. Il n'y a pas de problème, quoi. Ça, c'est des... Tu vois, je caricature gadget, il y a un côté gadget là-dedans qui fait que enfin, en gros, quand tu as une soupe, quand tu n'as plus de légumes, tu mets de l'eau, quoi. Tu vois, tu mets des formes parce qu'il n'y a plus de fond. Donc, à un moment donné, il faut être sûr que l'université, elle va répondre à des demandes. Donc, déjà, moi, je dirais, c'est s'assurer de quels sont les problèmes, quelles sont les demandes, quels sont les besoins, quoi. Avant de considérer qu'une forme ou que quelque chose est un besoin a priori. Je pense que tous les animateurs n'ont pas tous les mêmes problèmes. Et certains peuvent avoir des problèmes plus individuels, du genre comment je fais moi pour... Moi, je me rappelle avoir parlé, hein, comment je fais moi pour exister devant des types qui sont tous des chefs d'entreprise, quoi. Ça relève du coaching individuel, tu vois, parce que, à ce moment, l'accompagnement, c'est avoir confiance en soi. C'est le apprendre à oser dont tu parlais. Comment? C'est le apprendre à oser dont tu parlais. Oui, oser, voilà, par exemple, c'est oser exister là, quoi, être là et dire oui, ma parole est tout aussi légitime que la vôtre. Et en plus, je suis. Donc, il peut y avoir ça, des gens qui ont besoin de ça. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin de culture d'entreprise, parce que oui, que je disais tout à l'heure, je prenais l'exemple de la trésorerie, ils ne savent même pas ce que c'est finalement, ils vont découvrir en même temps que l'expert arrive pour en parler. Certains, ça va être des problèmes de comment je fais pour construire tous experts. Donc, il va y avoir, je veux dire, des problématiques qui ne sont pas les mêmes selon les clubs, selon les histoires, selon les... Et toi, tu aurais aimé quoi? Quelle formation aurais-tu suivi avec plaisir? Eh bien, moi, j'en ai suivi une il n'y a pas longtemps, je me suis mis sur le tard. Je t'avais croisé, je me rappelle, et c'était sur utiliser les images et la vidéo. Oui, non, mais je me et suis foutu les de ta dessins, gueule. voilà, j'étais venu pour me former sur... je trouve qu'il y avait là une offre qui correspondait à un manque, c'est-à-dire, tiens, oui, comment mettre un peu plus de... moi, je suis dans la conversation, comme conversation au coin du feu, ou ce qu'on voudra, mais pas dans la mise en scène. Donc, tout ce qui permettait d'améliorer un petit peu, d'enrichir la mise en scène, j'avais trouvé ça intéressant, je voyais un vrai plus. Voilà, mais si... Ça peut être... je pense que... je ne sais pas. Il y a plein d'animateurs, chacun aura sa demande, quoi. Là, vous êtes assez bien placé pour faire des sondages. Il est 17h30, donc on a épuisé notre temps. Moi, j'aurais quand même une dernière question, si vous m'y autorisez, concernant qu'est-ce que tu aurais envie de nous léguer de ta riche expérience, soit de façon un peu générale à l'APM, soit à Geneviève, Anne et moi, à titre personnel, en termes de valeurs, en termes d'idées, en termes de questions que tu n'as pas encore fini de traiter à l'APM, ou qu'est-ce que tu aurais envie de nous laisser? Si je réfléchis à ça, c'est... Comment dire
il y a quelque chose à travailler, à mon avis, qui est justement, et qui est difficile, hein, qui est difficile. Alors, je ne sais pas si c'est un leg parce que je n'ai pas la solution, mais c'est une approche un petit peu sur ce que c'est qu'une interaction. C'est-à-dire que je ne veux pas faire de la haute sociologie, mais par exemple, dans les interactions, on imagine souvent que tout est structuré par les rôles. Par exemple, il y a le rôle de l'expert, il y a le rôle de l'animateur, il y a le rôle du président, il y a le rôle des adhérents. Bon, OK, ça prédétermine, ça construit un certain nombre d'attentes de rôles. Mais en même temps, il y a des choses qui sont plus improvisées. Un peu comme quand on est dans une queue de cinéma, quand on est à la terrasse d'un café, il y a une sorte d'immédiateté ou d'immanence des codes normatifs dans une relation. Savoir gérer un silence. Comme on dit, un ange passe dans une conversation. Savoir réagir à un compliment. Savoir faire un compliment. Tu vois, des choses qui sont minuscules, qui sont de l'ordre, je dirais, d'une micro-sociologie, un peu. Je ne sais pas si vous connaissez Erving Goffman, mais des choses qui vont se nicher comme ça dans les interstices. Et je pense que les animateurs peuvent avoir besoin de quelque chose qui n'est pas justement, qui les sort un petit peu de la psychologie des profondeurs, quoi. On n'est pas dans la quête d'un sujet inconscient qui va être prédéterminé ou par ses positions sociales, ou par son éducation, ou par son histoire personnelle, mais dans des codes normatifs où on remet un peu du sujet, on remet un peu du je peux intervenir, j'ose intervenir, mais je sais me dépatouiller comme dans un cocktail. Tu te trouves avec un verre avec quelqu'un qui te fait chier depuis 5 minutes, tu te dis, bon, ben, tiens, je vais aller manger un petit truc au buffet, et comme ça, on espère qu'on va se perdre. Tu vois, cette espèce d'art de… Je vais terminer sur une image qui, pour moi, est vachement importante, que j'ai souvent utilisée pour les nouveaux experts, pour les nouveaux animateurs. C'est-à-dire, en gros, je vais prendre 2 figures extrêmes. Tu as une figure qui est la figure du militant. Le militant, c'est celui qui arrive avec du contenu. Ça peut être un témoin de Jéhovah, un membre de la France Insoumise, ça peut être quelqu'un qui arrive avec, tu vois, la Bible ou le Capital sous le bras. Il arrive dans une soirée, il va te faire chier comme tu ne peux pas imaginer, quoi, parce qu'il va vouloir absolument te convaincre qu'il faut que tu adhères à ses valeurs et à son contenu. À l'autre bout du spectre, tu as le mondain. Le mondain, il arrive avec du vide, les mains dans les poches. Le premier, il arrive avec du plein. Tu regarderas la soirée, il fait le vide autour de lui, parce qu'il fait chier tout le monde. Le second, qui arrive avec du vide, va faire le plein de relations, parce qu'il va gérer tes petites interactions délicates avec tout le monde. Du genre, comment ça va, et tes vacances à Courchevel, et je ne sais pas quoi. Bref, tu vois, on va dire que l'idéal serait de faire du plein avec du plein. Et ça, c'est théorique. Eh ben, c'est cette capacité qu'auraient les animateurs à passer du contenu au vide. Est-ce que je me fais comprendre dans cette espèce de gymnastique? Voilà. La définition si j'avais à léguer, c'est comment peut-on apprendre à circuler de l'un à l'autre, à parler chiffon et à parler économie internationale. Voilà. Et à circuler dans les codes normatifs qui vont avec. D'un côté, on peut avoir du silence, de l'autre, de la parole. Voilà. Cette souplesse-là, je pense que l'université a la tête des choses à apporter aussi. Ce qui veut dire qu'il faut trouver des formations ad hoc. Hein, ça, je ne les connais pas. Mais il y a un travail là-dessus sur cette souplesse, sur cette flexibilité de circulation entre le vide et le plein. Voilà pour mon message, si je devais faire passer un message. Est-ce que c'est de l'inné ou de l'acquis? Beaucoup. Tu avais une dernière question? L'inné ou de l'acquis, je serais curieuse de savoir, à son avis, quelle est la part de l'inné et de l'acquis. Alors, on peut acquérir des choses, je crois, mais bon. Je sais pas, il y a un mélange, il y a forcément un mélange, mais je pense que la confrontation, l'expérience, la répétition crée des apprentissages, quoi. Donc, à un moment donné, oui, il y a des choses qui s'acquièrent, quoi. C'est du yin et du yang, ce que tu nous lègues. Si tu veux aussi, tu vois. Et Bernard est très comme ça. Tous les langages sont possibles. Enfin, je veux dire, chacun se débrouille avec les mots qu'il a dans la tête. Mais voilà, si vous arrivez à sentir ce quoi je veux vous parler, hein, et c'est la difficulté, je pense, du métier d'animateur, c'est ça. Voilà. Après, ça ne relèvera pas de la formation avec un professeur, avec un jeu de slide, et voilà comment il faut faire.
mais ça relèvera de petits moments d'échange, de petits moments de discussion, de peut-être d'avoir quelqu'un avec qui parler, quoi. Alors, ça rappellera ça du coaching, on a tous les mots qu'on veut sur Terre aujourd'hui, mais en tout cas, d'avoir une capacité d'allumer sa caméra et d'en parler avec quelqu'un et de prendre un peu de recul par rapport à sa pratique. Très bien, je vous propose qu'on en reste là et en tout cas un immense merci Bernard pour ce partage et ce don que tu nous fais. On peut t'applaudir. Ouais. Oh Écoutez, en tout cas, moi, je vous dis ce que je ressens, ce que j'ai vécu. La PM, ça a été quand même été très important pour moi parce que j'ai même trouvé mes associés dans la boîte que j'ai construite avec le temps. J'ai trouvé des gens formidables. J'avais toujours comme déclaration au départ, je reprenais toujours la formule de Groucho Marx en disant « je refuse d'appartenir à un club qui a le mauvais goût de m'accepter comme membre ». Voilà. Donc, j'avais un peu ce motto comme ça qui était toujours là. Et en même temps, je suis resté fidèle pendant 30 ans. Donc voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si je peux, là, j'ai pris contact avec les 2 animatrices dont m'a parlé Anne. Voilà, on a des rendez-vous. Si je leur suis utile, tant mieux. Voilà. Quand tu vieillis comme ça, à la fois, je suis content d'avoir lâché parce que j'ai lâché volontairement. Et en même temps, c'est bien de garder non plus. Tu vois, c'est pas l'écran qui s'éteint d'un coup, quoi. Il y a des petites, voilà, il y a des petites lampes de chevet à droite à gauche. Voilà. Je te remercie pour ça d'ailleurs aussi. Merci beaucoup. Elles sont très heureuses, enfin, elles étaient hyper contentes. Jusque-là, ça va. Merci à vous en tout cas. Merci à vous. Merci. Ciao, ciao. Bonne fin de journée. Merci à toi. Bon, bisous. Et au revoir.